peut peut-être changer s'il y a des gens qui ont des questions ou des... Bon, alors je vais souligner combien le livre de Martin Heege est un témoignage de la façon dont lui-même accueillait la variété des sujets autistes et de leurs objets dans une remarquable diversité. En effet, nous partons dans notre orientation du fait que les sujets autistes ont une particularité. En général, ils ont un objet de prédilection élu qui ne lâche pas et qui les accompagne. Cet objet dit autistique est très particulier et n'a pas le même statut dans d'autres champs de la subjectivité. Alors, on peut considérer que cette élection de prédilection est un mauvais comportement et essayer d'en séparer l'enfant, alors que nous disons au contraire qu'il faut partir de cet objet et complexifier le monde de l'enfant à partir de cette reconnaissance. Au fond, à partir de là, l'abord du sujet autiste met l'accent non pas sur une stimulation, répétition pour tous, mais sur une sollicitation sur mesure. Et le livre de Martin Heege est une mine précieuse d'exemples variés de cette sollicitation sur mesure dans sa grande diversité. En ce sens, cette orientation accompagne les enfants autistes sur les chemins de traverse qu'ils peuvent emprunter pour accéder aux apprentissages. Cette orientation est compatible avec une série d'approches mixtes, pas forcément d'orientation psychanalytique, mais qui souhaitent s'éloigner de techniques rigides et pour solliciter les particularités de l'enfant, du type par exemple 3I, la méthode dite 3I, alors que les résultats de l'apprentissage rigide intensif se maintiennent mal au-delà du cadre artificiel de l'apprentissage. Et même, on peut dire que dans la prise en compte du rapport particulier de l'enfant autiste et de son objet, nous nous rapprochons aussi du souci qui est donné spécialement au Canada, dans le multiculturalisme canadien particulier, de respecter le mode d'existence autistique comme tel et de ne pas tenter de le normaliser. Alors, à l'antenne 112, et spécialement sous la direction de Martin Heege, qui a ensuite continué, on tient compte très précisément du fonctionnement de chacun, de ce qu'on appelle, dans le livre, la carte de visite, pour dire l'objet particulier auquel est attaché un sujet. Et les ateliers sont faits à la mesure même des enfants qui sont là, dans leur particularité, en essayant d'en avoir 2-3, mais centrer pratiquement un atelier à la mesure de l'enfant. Comme il est dit, page 134, nous impliquons les enfants dans les activités qui sont conçues pour eux à partir de ce pourquoi ils ont manifesté un intérêt. Les poupées, les sacs, les feuilles des arbres, les cailloux du jardin, les crèmes, n'importe quoi, du moment que c'est important pour eux. Au fond, cet accent mis sur l'atelier comme sur mesure par rapport à l'enfant et cette continuité d'un partenaire
au long de toute la présence autour de l'antenne, enfin de la présence de l'enfant dans l'antenne, c'est très important. C'est la percée qu'a réussi la pratique à plusieurs, qui a commencé donc il y a fort longtemps, instillée par Antonio Di Ciaccia, qui a rompu avec l'idée de l'alternance entre, il y avait les ateliers d'un côté, puis il y avait la séance de psychanalyse isolée, ou le traitement d'approches psychothérapiques dynamiques, isolées, tandis que là, c'est un partenaire toujours présent tout au long de la journée, et qui autorise chacun à pouvoir répondre et à interagir. Ça permet de mettre en scène, disons, une variété qui est que un des grands avantages de la pratique à plusieurs, c'est qu'il y a à la fois plusieurs, et puis si je puis dire, il y a plusieurs pratiques à plusieurs. Ça n'a pas cessé d'évoluer, la pratique à plusieurs. Et au fond, entre le départ où Antonio bricolait en s'inspirant de propos de Françoise Dolto, centré sur le symbolique, le signifiant, donc pas de maître, mais circulation, etc. Évidemment, le dernier enseignement de Lacan, mettant l'accent non seulement sur le symbolique, mais sur le réel, l'imaginaire, etc., et tout le tout réuni dans une écriture nouvelle du nœud, évidemment, il y a un long chemin. Mais néanmoins toujours réinventé et toujours permettant d'infléchir, disons, ces institutions dans le fait de la réinvention d'une pratique plus juste, autour de cette idée non seulement de prendre en compte la pluralisation donc de la circulation, signifiant de toujours avoir des partenaires qui peuvent répondre à l'enfant, quel que soit le moment de la journée, et l'instant dans lequel il se trouve et l'activité, que ce soit l'atelier, que ce soit le bain, que ce soit manger, que ce soit les toilettes, etc. Toujours avoir cette interlocution possible. Donc d'un côté, il y a aussi l'imaginaire, s'effacer pour savoir se faire le double de l'enfant, et pouvoir à ce moment-là rentrer, pouvoir interagir à un moment donné, capter quelque chose, se glisser sans que ce soit un obstacle, ou bien encore au niveau réel, en tenant compte des maniements de l'objet et de la question de la jouissance particulière, et dans lequel l'enfant construit ces circuits qui sont à la fois réels, symboliques et imaginaires, dans le rapport à l'autre. Alors, je voudrais prendre 3 exemples justement de ce que faisait Martine, et de combien ça continue à être très particulier. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a un des cas, pour les 3 exemples, c'est le cas de Sebastiano, celui d'Enzo et celui de Mario dans son livre, et il me semble que le cas de Mario devrait être, disons, faire partie de la bibliothèque du RI3 connue par tous, particulièrement dans le livre. Alors, Sebastiano, d'abord, Martine le présente, il dit ceci: il reconstruit le monde à travers les marques de machines à laver. Depuis qu'il a découvert que tout le monde possède une machine à laver chez soi, mais de marques différentes. Et donc, quand il vient me voir, il me salue en disant miel, en français. Miel. C'est à la fois Martine, comme Nesmer était allemand, d'origine allemande, adopté dans vénitien d'adoption, mais donc allemand, et directeur d'excellence, etc. Donc l'excellence des miels qui est présentée. Donc parfois même, donc il fait des blagues en donnant le nom d'une marque erronée, et il rit de bon cœur, et il trouve ainsi une façon, dit Martine, d'endiguer son angoisse face à la machine à laver qu'il regardait depuis l'âge de 3 ans, comme s'il s'agissait d'une télévision. Alors, cette idée que des vêtements qui tournent soient fascinants, on peut dire c'est les petits sujets autistes ont ça. D'accord, mais moi, j'ai assisté, je viens voir, donc à l'occasion du congrès de l'Association mondiale à Rio. À Rio, ils ont un musée qu'ils appellent le musée de l'avenir. Les Brésiliens adorent l'avenir.
Donc ils en font un musée de l'avenir. Et dans le musée de l'avenir, c'est une sorte de cité des sciences, mais de cité des sciences type COP21. Enfin, à brancher sur le climat, sur la modification du climat. Eux, ils ont trouvé quoi faire avec les cités des sciences. Nous, on n'a pas trouvé, la Villette, personne ne sait de quoi ça parle. Eux, ils ont trouvé. Et là-dedans, au milieu, vous avez une grande installation il y a une soufflerie, donc très simple, dans laquelle il y a les vêtements. Et ça ne cesse uniquement, si je puis dire, c'est la soufflerie qui fait bord. Les vêtements restent absolument à l'intérieur de la colonne d'air pulsée, etc. Et ne cessent de monter, descendre, exactement comme dans une machine à laver. Et je vous assure que tout le monde est fasciné par ça et reste pendant des 20 minutes à regarder ce truc qui était absolument fascinant. Donc, il n'y a pas que les sujets autistes qui sont fascinés par cette déformation, par le fait qu'une machine à laver, c'est une sorte d'installation pour tous, en effet, dans chaque maison. Alors vous avez aussi Enzo, un autre enfant, qui est arrivé, donc un enfant autiste qui est arrivé enfermé dans sa coquille. Un autisme assez, encapsulé, enfermé. Et il était engagé dans un incessant travail de production d'un battement à l'aide d'une cuillère. Donc, nous avons considéré son travail comme une structure élémentaire constituée par l'alternance symbolique devenue réelle, et nous sommes parvenus, dit-il, à nous ingérer dans son travail par des sons qui s'alternaient avec le battement. Donc, au fond, il devient le double qui sonorise le battement. Et à ce moment-là, Enzo commençait à nous regarder. Donc le regard qui est là devient capté par l'utilisation de la voix, en se faisant double du battement, docile à ce qui était installé. C'est pas un battement bien sûr de type Forda, c'est le battement devenu réel, mais justement c'est là où il faut vocaliser et s'introduire par ce double-là pour pouvoir agrandir le circuit. Et d'ailleurs l'idée d'agrandissement dans l'exemple que donnait Mireille Battu à propos de Louis, on voit que c'est aussi bien agrandir que rétrécir, si je puis dire. C'est se faire partenaire du circuit, agrandir, l'agrandissement de quelque chose, c'est aussi bien l'invention de la réduction jusqu'à l'arrêt, qu'il y a bien entendu là un processus du même ordre. Alors ensuite, sorti de sa coquille, précisément par cette interlocution, le problème, c'est qu'Enzo est un petit acrobate qui grimpe partout et qui saute d'une armoire à l'autre, qui monte sur les radiateurs, qui saute des radiateurs, et parfois donc il rate son coup, et il tombe, et il peut se faire mal. Il est même tombé une fois donc de la fenêtre du premier étage de sa maison, à lui, et il s'est fracturé le fémur sans montrer le moindre signe de douleur. Ce n'est qu'après qu'on ait pris soin physiquement de lui, en donnant à chaque petite blessure de l'importance avec emphase, en exagérant le moindre bleu, à grand renfort de pansements, de bains moussants, de pommades, en parlant entre nous et à haute voix de ses bobos, rendant son corps précieux, que Enzo a commencé à s'adresser aux intervenants chaque fois qu'il se faisait mal. Là, on voit, c'est la grève de l'adresse en exagérant, en se faisant ce double amplifié. Et là, l'importance des bains, l'importance de la piscine, l'importance du bain moussant. Et c'est comme aussi le bain moussant, c'est l'autre topologique de la machine à laver de Sebastiano. Le bain moussant qui est de l'autre côté du vide, de la vitre de la machine à laver, c'est aussi bien la joie du bain moussant qu'éprouve l'enfant quand il est plongé dedans. Et que, en effet, pour Enzo, la façon de lui faire un corps
par le bain moussant, les pommades, etc., est très intéressant, et d'ailleurs retrouve en effet quelque chose qui a été utilisé autrefois dans d'autres des périodes moins confortables où l'eau chaude n'était pas aussi abondante, mais on avait le bain qui était utilisé pour donner un corps, redonner un corps, soulager le corps, etc. Et là, si je puis dire, un des grands avantages de disposer de bains très pratiques, etc. Aussi, c'est aussi important pour le rapport pour essayer de redonner un corps à l'enfant. C'est aussi important que l'utilisation aussi des machines, etc. C'est au moins le bon usage de la technologie. Et donc Enzo, à mesure qu'il a à la fois un corps, qu'il a pu sortir de la coquille, bien entendu, cela se paye d'une angoisse d'habiter ce corps. Et donc, il a des moments de crise importante, et donc, on ne parvient, dit Martine, à le calmer qu'en le prenant dans les bras, et en exerçant une contention physique avec un contact corporel qui lui était, au départ, absolument intolérable. Ça n'est que sorti de la coquille, dans cette interaction qui lui a redonné un corps par tout cela, qu'ensuite il peut supporter le fait d'être tenu, d'avoir le contact avec ce double qu'il a construit lui-même à travers l'utilisation de tous ces objets. Et donc c'est un chemin qui part, et qui est spécialement instructif pour comment déplacer disons la capsule lorsque le sujet se présente avec disons avec cette encapsulation si particulière. Mais c'est peut-être le cas de Mario qui est aussi exemplaire du travail que faisait Martine. Car nous le suivons dans le livre, bien que le cas n'est pas rassemblé en un, il est présenté dans différents moments. Mais si nous le rassemblons, nous voyons que Mario, on le suit depuis le moment où il est arrivé à l'antenne 112, jusqu'au moment où, plusieurs années après, il en est sorti et il est passé dans une école technique. Et on voit le chemin qui a été parcouru et le travail qui a été fait, qui est tout à fait remarquable. Donc il se présente le premier jour à l'antenne 112 avec 2 sacs à main, dont il ne se sépare pas, et qu'il remplit des objets les plus variés qu'il trouve à l'antenne 112. Donc les feuilles, les crayons, les cahiers. Donc on voit tout le problème, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne se trouve pas dans le sac, à la fois les ordinateurs, les clés, donc il faut un tact pour essayer de faire en sorte que le tri se fasse, tout en lui permettant de remplir tous ces sacs de tout ce qu'il trouve là. Et à chaque fois qu'arrive une nouvelle personne portant un sac, il essaye de lui arracher. Et il ne lâche plus, tout en criant « c'est le mien », en se défendant, mordant, donnant des coups de pied. Et néanmoins, pendant les premiers jours à l'antenne, Mario, posant un petit problème, dès qu'il voit quelqu'un qui a un sac comme lui, donc le miroir est réel, donc l'autre est un double, et hop, il lui prend et il rajoute dans la série sur lui. Donc, mais ça lui permet d'explorer l'antenne. Donc dès les premiers jours, il explore les lieux, il va dans toutes les pièces, c'est de l'exploration systématique. Il prend et il réclame tout ce qu'il voit dans les tiroirs, dans les armoires, dans le sac. Donc, alors, c'est non seulement les feuilles, les cahiers qui se voyaient, qui étaient dans le champ de vision, mais ce qui est derrière les portes. Donc, ce qui est dans les placards, ce qui n'est pas visible, etc., il l'extrait et il le met dans son grand appareil, le sac, et donc ça, il rajoute donc tubes de peinture, objets variés, etc. Bon. Mais au bout d'un moment, il arrive, au bout de quelques jours, il revient avec un grand sac poubelle. Donc un grand sac poubelle presque aussi grand que lui. Et qu'il indique comme « beau mon sac ».
et avec à l'intérieur d'autres sacs qui lui ont été donnés, remplis eux-mêmes, bien sûr, de belles feuilles. Donc, il a, même chose, ça fait penser, bien sûr, tout le monde voit les objets, quand ils ne sont pas autistiques mais transitionnels, des enfants peuvent avoir des canards ou des poupées aussi grands qu'eux-mêmes, etc., qu'ils traitent d'une certaine façon. Là, lui, c'est le sac poubelle, et qui est grand comme lui, donc il devient un double, et d'ailleurs, il dit, une fois qu'il arrive avec son sac, son très grand sac de sa taille, donc il n'est plus simplement accroché aux mains, il n'arrache plus le sac aux nouveaux arrivants, il s'approche en souriant, pour ceux qui ont des sacs, ils leur disent « beau sac », et lui, il montre son sac. Il montre son sac, et parfois il salue un des sacs et il dit « salut maman », et l'embrasse, alors que quand sa maman arrive, il la salue à peine. Donc ce qui rendait triste la maman. Donc, mais là, il commence par le sac, on voit qu'il commence à fonctionner, donc ce sac appendice, en l'ayant traité d'une certaine façon, commence à fonctionner comme un double. Et de double, et avec ce, il peut lui dire, faire un bisou. Et, moyennant quoi, pour essayer de capter son attention, l'antenne, ils ont l'astuce de faire un atelier fabrication de sacs. Et donc, une intervenante fait des sacs de toile selon les ordres précis de Mario, très exigeants, et qui la réprimande très sévèrement si jamais elle coud mal ou si le modèle est modifié par rapport à lui, ce qu'il voulait exactement et le dessin qu'il a fait. Et donc, il faut faire ça tous les jours, donc ce qui est une interaction forte. Tous les jours, il faut que quelqu'un soit là. Et c'est pas du tout sur le modèle, n'est-ce pas, de ce que disaient les anaphreudiens, c'est pas le double auxiliaire, etc. C'est pas un moi auxiliaire, c'est un double qui est là, qui s'est installé d'abord avec le sac et qui ensuite fait exactement, tolère l'ordre et la façon dont se construit un cadre, en effet, une mêmeté, une répétition stricte pendant un certain temps. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois que les intérêts de Mario vont se déplacer vers d'autres activités nombreuses. Les sacs ont perdu leur valeur d'objet. Alors, nous allons voir la suite, c'est qu'il faut, d'accord, pour que les intérêts se déplacent, il faut avoir saisi la structure profonde de la construction de cette forme double du sac, et le sac en tant que contenant lui-même des sacs, des feuilles, des éléments. Il faut la place et l'élément qu'on met dans le sac. Donc le sac, c'est à la fois double et en même temps le bord d'un trou. C'est le bord de quelque chose dans lequel on peut déposer des choses. Ce qui est la structuration fondamentale qui s'est installée. Et d'ailleurs, on va le voir dans la suite. C'est que Mario avait une deuxième particularité. Ça, c'est d'abord donc le sac et tout ce qui est dedans. Le sac, on a vu la forme extérieure. Mais il avait une deuxième particularité. C'est qu'il se servait de ses ongles comme d'un tournevis. Et en ayant développé une habileté tout à fait remarquable, puisque dès qu'il arrive à l'antenne, il commence ses déconstructions. Et donc, il démonte tout ce qu'il peut. Avec ses ongles, simplement avec ses ongles, il arrive à dévisser des boulons serrés au maximum, à démonter la chasse d'eau des toilettes, les tables, la radio, etc. Donc vous voyez, donc il faut une interaction forte, il ne faut pas laisser Mario, sinon on se retrouve avec les inondations, les courts-circuits et tout le fourbi. Donc il faut l'entourer, le suivre, etc. Donc, moyennant quoi, ils mettent aussi immédiatement en place un atelier de démontage et de remontage de radios et d'autres objets électroménagers détériorés. Mario est valorisé dans son travail, il est content d'avoir trouvé quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Et désormais, il ne fait plus de démontage qu'à l'atelier.
du moment qu'on lui a donné un champ à l'intérieur duquel il pouvait faire ce travail. Il a cessé de démonter l'antenne 112 et ses intérêts se sont étendus. Donc très intéressant, n'est-ce pas? Vous avez d'un côté le sac qui fait l'enforme, et puis vous avez tout ce qui est dedans. Et tout ce qui est dedans, ça peut contenir le monde, tout ce qu'il a démonté. Et bien entendu, spécialement les radios, c'est-à-dire tout ce qui fait l'objet voix, les toilettes, ce qui fait les fesses, le regard, tout ça passe à l'intérieur de son monde. C'est un démontage, mais c'est un démontage de la pulsion, n'est-ce pas? Meltzer disait démantèlement pour essayer de trouver une façon de nommer le rapport au circuit pulsionnel des sujets autistes qui sont très différents du corps morcelé qu'il peut y avoir dans la psychose ou dans d'autres choses. Et donc, l'idée de dire, en effet, cette déconstruction permanente que fait l'enfant, c'est de l'ordre de ce démantèlement, où c'est un démontage des éléments pulsionnels de tous les objets du monde qui incarnent la pulsion pour nous. Moyennant quoi, poursuit Martin, dans le cas de Mario, notre oui à son corps, à ses sacs, à ses déconstructions, a eu un effet de pacification et une ouverture vers de nouvelles activités. Il aime écrire des lettres, en demandant à l'intervenant d'en épeler les mots, de dessiner, s'intéresser à tout un tas d'objets, à leur fonctionnement. Il commence par fabriquer un calendrier, où il note son nom en face de la date. Il utilise le temps comme ligne de partage des eaux. Chaque chose ne trouve sa place qu'en la rangeant dans la case temporelle. Donc vous voyez, nous sommes partis des sacs qui contenaient tous les objets du monde, jusqu'à l'idée que le vrai contenant du monde, c'est le temps. Si je puis dire, il a la même idée qu'Heidegger, n'est-ce pas? Sein und Zeit. Il y a le temps, et que ce qui contient toute chose, le point de réel, ce qui contient toute chose hors sens, c'est le temps. Inscrire un objet dans le temps. Et donc, il commence à faire son calendrier. Il doit écrire, n'est-ce pas, il écrit chaque jour des pages, et des pages de date, à commencer celle du jour, et puis il ajoute les dates suivantes, afin de se situer dans le temps. Il lui a fallu du temps, mais il est parvenu à construire un véritable calendrier illustré de photos et de dessins qu'il a choisis, auxquels il a ajouté les anniversaires de tous les enfants et de tous les intervenants de l'antenne. Donc il fait une encyclopédie borgésienne du monde, dans lequel chaque objet est lié et est inscrit dans le temps. Il connaît les horaires de tout le monde, de tous les ateliers, et il est très énervé quand il y a des changements. Donc il faut le prévenir. Et de même, et alors c'est lui qui sera chargé de concevoir à l'ordinateur le calendrier d'antenne 112. Donc on voit, non seulement on a créé l'atelier pour lui, et une fois qu'il a eu ce plongement dans le temps, on a fait l'ordinateur, qui est le grand contenant universel en effet de tout, le grand sac de tout, dans lequel il a rangé chaque chose dans le temps, dans l'ordinateur, qui sera imprimé en 100 exemplaires. Et il a choisi les dessins, les photos, et il écrit pour chaque mois les dates de tous les anniversaires de tout le monde. Et puis aussi, cette mise en ordre des choses, une fois qu'il a fait ça à l'antenne, je ne sais pas si c'est une fois ou si c'est en même temps, mais en même temps, donc, il fait des petits trajets en train entre Mestre et Venise, qui est de l'autre côté, n'est-ce pas, de la baie. Il écrit tous les horaires des trains, et il contrôle attentivement s'ils arrivent à l'heure. Ça encore, c'est tout à fait fondamental. Vous savez que le premier exemple, n'est-ce pas, dans le traité de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, le premier exemple, c'est l'express de 5h47. C'est une autre heure, mais enfin, c'est que l'idée de comment le signifié se greffe sur le temps est absolument fondamentale. Et comment le même objet qui se répète dans le monde, que l'express de 5h47 peut changer complètement, ça peut être très différent, mais il est celui qui est à 5h47, point.
Eh bien lui vérifie, il fait ses rangements, il ordonne le monde comme ça, etc. Moyennant quoi, donc à la fois il avertit des fêtes d'anniversaire, donc il est celui qui sait, il prévient, etc. Et aussi on voit le transfert, comment cela joue aussi, à mesure donc qu'il est lui-même, qu'il a organisé le temps. Au bout de quelques années, sa rigidité s'est réduite. Il a une plus grande confiance envers les intervenants et il accepte avec plus de souplesse les petits déplacements et le fait de ne pas tout contrôler. Une fois, dit Martine, il m'a trouvé à l'antenne 112 en dehors des horaires. Et il m'a dit, parce que s'il y avait quelqu'un qui ne comptait pas son temps dans ce qu'il faisait en effet à l'antenne, et donnant l'exemple que le temps ne compte pas, c'était Martine. Donc il le trouve à l'antenne 112 en dehors des horaires, et il m'a dit « Mais Martine, tu es encore là ?» Et en entendant mes excuses, donc Martine s'est bien excusé, qu'il n'aurait pas dû en effet, que ce n'était pas ses horaires, mais qu'il avait des choses à faire en plus, malheureusement, etc. Mais en entendant mes excuses, il m'a répondu avec un geste de générosité « Ne t'inquiète pas, Martine, reste encore un peu. » Donc, Mario a pris goût au savoir, à l'apprentissage. Il est devenu, je cite le livre, il est devenu sociable avec ses camarades, les intervenants et les enseignants. Alors que les années avant d'arriver à l'antenne, les tentatives de rééducation orthophonique pour traiter les dyslalies qui rendent son langage quelquefois difficilement compréhensible avaient misérablement échoué dès les premières séances, où il détruisait systématiquement le cabinet de l'orthophoniste. La situation s'est désormais renversée. C'est lui qui demande à voir l'orthophoniste parce qu'il ne parle pas bien. Et il suit les leçons avec beaucoup d'enthousiasme. Il a trouvé sa façon d'être au monde, ce qui lui a permis de quitter l'antenne 112 et de poursuivre sa route dans une école professionnelle où il pourra faire preuve des qualités manuelles et intellectuelles qu'il a bien développées lors de son parcours au centre. C'est un cas qui me paraît vraiment exemplaire du travail qui peut se faire dans des circonstances à la fois difficiles, qui se sont révélées favorables, mais que dans l'après-coup, c'était pas gagné d'avance. Et il y a là un fil, et je crois qu'il faudrait en effet, que l'exemple du cas de Mario soit davantage connu dans le RI3, et je vais aussi m'y employer. Et que dire, on pourrait peut-être, pour échanger, peut-être je vais vous présenter aussi le travail de la lettre qui se fait très précisément. Ce travail de la lettre qui va au-delà du travail signifiant proprement dit. Il s'agit de la prise en charge de la lettre comme un. Par exemple, Anna qui se présente à l'antenne 112 avec un code linguistique rigide, capricieux, auquel elle tente par tous les moyens de soumettre tout le monde. Donc elle a une langue à elle, laquelle elle veut l'imposer comme la langue de référence, et auquel elle est elle-même soumise. Et en particulier, elle interdit l'expression comme non, auquel elle exige qu'on dise oui, oui, oui. Donc, ça nous renvoie, n'est-ce pas, à ce rôle tout à fait fondamental que le non implique, à la fois le non refus et ce non interaction ou symbole. Échange. Donc, elle veut, bannir le non, sans doute qu'on a voulu la prendre de front, et quand elle disait non, on a voulu un peu trop brutalement la convertir au oui. Donc c'est elle qui devient le héros de cela, et qui donc exige qu'on change le non pour le oui. Qu'on chante, qu'on lise, qu'on écrive selon sa volonté. Et tout ce qui s'éloigne de cette condition rigide est interprété comme une erreur, à laquelle elle répond par des morsures et des pincements. Alors, en nous soumettant à son bon vouloir complètement, nous aurions risqué de la fixer encore davantage à cet autre-là. Nous avons donc cherché à surmonter cet obstacle en jouant avec le non-sens, qui passe par-dessus l'expression du oui ou du non, et qui se concentre sur la matérialité de la lettre. Par exemple, à partir du mot interdit, come,
le mot, c'est ce qui est formidable, c'est que de même que donc, tous ces mots interdits sont des opérateurs logiques fondamentaux. Le nom et le comme, c'est comme, n'est-ce pas? Comme, c'est le fondement de la métaphore, n'est-ce pas? Le soleil est comme une orange, est bleu comme une orange. Le comme, c'est cet opérateur-là qui fait que précisément on peut commencer métaphore et métonymie, que le langage bouge, n'est pas fixé sur un mot. Donc elle avait interdit le mot comme, mais elle écrit commessa, essa, ça, ah. Donc le mot commessa, qui est en italien aussi particulier, puisque c'est à la fois une personne, commessa, c'est une vendeuse, mais c'est aussi un objet, c'est une commande. Donc c'est à la fois c'est une opération dans laquelle on a fait un agent d'un objet ou d'un ordre. Donc c'est à la fois la vendeuse et une commande, et puis donc commessa. Ensuite il isole essa, qui veut dire elle, et puis ça, qui veut dire c'est, et ensuite a. Et d'ailleurs, plus que veut dire, ce sont des mots de la langue, mais l'important n'est pas leur signification, c'est que c'est une décomposition du mot de départ, à partir d'un mot qui n'est pas interdit comme il y a le commessa qui est utilisé, décomposé, et selon une suite précise. Ou bien, il y a à partir de, non pas comme mais commedia, même chose, média, dia et a. À l'atelier géographie, elle joue avec tous les noms. Avec tous les noms, c'est aussi très important, puisque vous savez que logiquement, si dans une langue il y a des choses qui ne se traduisent pas, ce sont les noms de lieux qui se traduisent moins, parce que certains se traduisent, mais ça se traduit beaucoup moins. Les lieux sont fixes en géographie. On dit les Français, en raison des relations complexes qu'il y a eu avec l'Italie, on dit Florence pour parler de la ville, mais les Anglais disent Firenze. Ça passe entre les langues, c'est un statut particulier. Et donc elle joue avec les noms au plan phonétique. Elle dit par exemple je n'aime pas Milano, parce qu'il y a le no de nom, donc elle dit Milazzo. Et elle rebaptise, donc elle transforme les noms propres qui ont ces nœuds. Donc, moyennant quoi, les jeux fondés sur le non-sens et la lettre ont introduit la dimension d'une dimension de jeu, et qui ont permis à Anna de se distraire de son obsession des erreurs et de développer ses possibilités linguistiques en passant à l'écriture ou au dessin. Alors, si vous voulez, c'est pour ça qu'on voit l'intérêt de ce travail sur l'objet, sur la lettre, et qui se fait en effet avec une grande particularité qui tient compte de la structuration de l'objet autiste. C'est pour ça que je prends il y a dans la première et la deuxième partie du livre, Martine fait de façon très intéressante une partie érudite des différentes théories du fonctionnement autistique qui ont eu cours dans les différents courants d'orientation psychanalytique et dans le nôtre. Moi, je considère que les positions qu'il a pris là sont des positions de transition. Lui, il n'était pas pour faire de l'autisme une structure à part. Moi, je ne désespère pas. Je pense que si Martine était restée avec nous, eh bien, j'aurais fini par le convaincre qu'il fallait plutôt suivre l'orientation que les Lefort avaient commencé à tracer, de considérer plutôt l'autisme comme séparé de la question de la psychose, et que cela permettait de resituer et de repenser à la fois une institution compatible avec le traitement
des enfants ou de sujets autistiques comme de sujets, disons, avec aussi la psychose, mais en tenant compte de structures différentes. Et au fond, c'est pour ça que il me semble que c'est moins la cure du traitement, la cure de l'enfant autistique dont il s'agit, mais plutôt du traitement, au sens que Lacan avait de questions préliminaires à tout traitement possible de la psychose. C'est un traitement possible car la cure, on ne sait pas très bien précisément, un des points, c'est que si on a l'idée, et là c'est un débat, mais il me semble que nous commençons à voir, étant donné maintenant la masse des faits cliniques et surtout la longueur de traitement dont on peut disposer, on voit qu'en fait, contrairement à l'idée qu'avait les Lefort, qu'on sort que le sujet autistique passe dans la psychose à un moment donné, c'est plutôt l'idée que l'autisme devient un autisme de haut niveau. C'est-à-dire qu'on arrive à changer le monde, agrandir le monde de l'enfant, lui permettre en effet, d'avoir un monde compatible avec le monde dit des normotypes et le monde commun, partagé le monde commun, mais à partir de ce qui est son fonctionnement autistique. Mais tout cela, disons, c'est, il me semble, la transition et le dialogue que l'on aurait pu maintenir avec Martine, qui a construit vraiment l'antenne dans un travail de pionnier et qui montre que maintenant, je dirais que le mode de traitement qui se réussit dans une conversation commune à travers les institutions du RI3, qui ont leur histoire chacune, qui ne sont pas il n'y a pas de protocole universel, mais il y a une conversation constante pour essayer de régler selon les histoires différentes, selon les contextes différents. En effet, l'Italie, la France, la Belgique l'Espagne n'ont pas les mêmes contextes institutionnels, mais arriver à néanmoins avoir une conversation constante pour, au fond, nous inscrire dans ce que par exemple, les recommandations de bonne pratique de l'agence belge, qui sont les dernières à avoir été publiées, après celles de la HAS, après celles du NICE anglais, etc., et qui disent qu'au fond, le meilleur traitement est celui d'une interaction sociale par une intervention psychosociale qui fait appel au jeu interactif, qui implique les parents, les soignants et les enseignants, ainsi que les pairs chez l'enfant scolaire, de manière à augmenter le niveau d'attention conjointe, d'engagement, de réciprocité chez l'enfant. Fin de citation. Au fond, oui, eh bien, en effet, c'est, je crois, un des enjeux de la situation actuelle, et dans lequel le rassemblement disons pluriel, pour l'approche plurielle de l'autisme qui a pris forme en France à travers plusieurs associations, dont la main à l'oreille et puis d'autres, et puis qui permettent d'inscrire les traitements d'inspiration de l'orientation qui est celle du RI3, à l'intérieur aussi d'inspiration d'autres types de traitements qui n'ont pas les mêmes bases, mais qui ont cette même orientation, beaucoup plus précise que de qualifier de psychodynamique, nous sommes bien au-delà de ces termes-là, c'est beaucoup plus précis, et ça correspond disons, à ce que Christine Gintz, qui est maintenant secrétaire générale justement du rassemblement des associations de personnes concernées par l'autisme, et qui soulignait combien il faut, combien il est utile d'avoir une approche plurielle qui intègre
non seulement les orientations de type apprentissage strict, répétition stricte, etc., mais des approches d'interaction et de jeu. Et ça, c'est l'actualité où nous en sommes en France. Et il me semble qu'en effet, le livre de Martine est une pièce encore à poser là pour témoigner des résultats. Il est possible de faire autrement. Voilà.